La vraie force de la saga du sorceleur, c'est ses personnages. Ils sont tous uniques et géniaux, alors distinguer un coup de cœur, c'est presque impossible. Rien que dans les personnages secondaires, il y en a tellement que j'ai trouvé incroyables. Dijkstra, Vilgefortz, Emhyr, Yarpen et j'en passe. Mais si vraiment je devais choisir un coup de cœur dans les personnages secondaires, ce serait Cahir. Je sais pas pourquoi, mais Cahir m'a immédiatement intrigué, pour ne pas dire conquis. Car oui, ce personnage est intriguant. Il apparaît de manière soudaine et inattendue, et surtout il illustre pour la première fois dans la saga la potentielle bienveillance d'un membre de l'Empire. D'autant plus qu'avec ce personnage, on va de révélation en révélation. Évidemment, on pense à la découverte que c'était lui qui hantait les rêves de Ciri depuis des années, que c'était lui qui incarnait la peur elle-même dans l'esprit de Cirilla pendant le massacre de Cintra. Mais au fur et à mesure, on en apprend plus sur Cahir. On apprend que ce n'est qu'un jeune homme qui ne fait qu'obéir aux ordres, et surtout qui va échouer malgré lui, probablement parce qu'il est en désaccord avec ce qu'il doit faire, et cela même si ça doit le conduire à une mise à mort certaine. Bon, en théorie, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez lu les livres, donc vous êtes au courant des conditions du soulèvement de Tanned, et surtout des proportions qu'il a pris. Donc pour rappel, Cahir doit encore tenter d'attraper Ciri pour la livrer à Nilfgaard, dans une dernière chance pour éviter l'exécution. La confrontation des deux personnages fut un des moments marquants du chapitre. J'adore ce passage parce qu'il met bien en parallèle l'inversion de rapport de force entre Ciri et Cahir. Et oui, pendant le massacre de Cintra, comme je vous l'ai dit, Ciri n'était que perdue et complètement inconsciente de ce qu'elle vivait, incapable de réagir, et surtout elle était obsédée par la peur, et donc par Cahir lui-même. Mais là, tout s'inverse. Sur le sol, Ciri ne voit qu'un jeune homme blessé, pas un soldat cruel. C'est pour ça qu'elle a pu faire preuve de pitié, car même si son entraînement à Kaer Morhen l'a placé en tant que dominant du duel, elle n'a pas pu tuer l'homme. Par contre, la peur qu'il représentait, elle, s'est évanouie. S'il y a bien un truc auquel vous ne vous attendiez pas, c'était bien de trouver Cahir dans le cercueil du Hafkar. On l'avait plus vu depuis un moment, et voir son retour dans l'histoire et même dans le premier plan de celle-ci est simplement incroyable. On découvre alors un personnage de plus en plus fascinant. Dans l'ombre, il suit la Hanse de Geralt. Il s'obstine à les suivre dans leur voyage, et cela dans l'incompréhension de tous. Ce qu'on pourra jamais reprocher à Cahir, c'est son entêtement et sa persévérance. Au final, elles lui auront valu son intégration dans le groupe, et ce malgré la grande réticence de Geralt. C'est ici que Cahir prend une toute nouvelle dimension. Même si évidemment, pour Geralt, ses intentions sont obscures et donc mauvaises, nous le lecteur, on sait de quoi il en retourne. Cahir est en réalité tellement loyal à Geralt. Cahir est un homme bien. Et de toute façon, il est exilé face à l'Empire, il peut écouter son cœur comme il le souhaite, et ce qu'il veut en l'occurrence, c'est aider un père à retrouver sa fille. Attendez, une seconde. Vous avez remarqué ce que je viens de dire ? À présent, il veut aider un père à retrouver sa fille, sous-entendu Geralt et Ciri. Mais j'attire votre attention sur un point. Commandé par l'Empire, c'est pas ce qu'il devait faire ? Aider Emhyr à retrouver Ciri, un père et sa fille ? Bon, évidemment, personne ne savait pour Emhyr et Ciri à ce moment-là. Mais quand on y réfléchit à présent, on se rend compte de tout. La dualité entre bien et mal est si floue tout au long des livres que ça en devient perturbant. En plus, ce genre de parallèle est ultra fréquent dans la saga. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, tout est une question de point de vue. Cahir ne se soucie pas des liens de parenté. Il a juste de l'empathie envers Geralt comme un être humain, voilà tout. Peut-être que s'il avait su pour Emhyr et Ciri, il n'aurait pas pris cette direction, qui sait. C'est pour ça que j'aime The Witcher. Les personnages sont ceux qu'ils sont, guidés par leurs émotions, leur instinct, pas par leur rôle scénaristique. Alors évidemment, vous allez peut-être me parler de Providence, et oui, même si Avalar avait prédit le destin tragique de Cahir, ça ne l'empêche pas d'avoir des émotions et des intentions. Encore une fois, tout est une question de point de vue. Je m'égare un peu, alors revenons à notre lance. Je disais donc, Geralt doit se contraindre à accepter Cahir dans son groupe, malgré sa méfiance et son mépris.
Pas besoin de revenir sur le lourd voyage que la Hanse a parcouru pour retrouver Ciri, mais je voudrais vous parler d'un moment mythique, une nouvelle révélation sur le Nilfgaardien et un de mes dialogues préférés de l'œuvre. Ah, cette discussion. Enfin une vraie mise au point entre Geralt et Cahir. Ce dernier avoue qu'il rêve de Ciri, et plus précisément de Ciri dans la bande des rats. Un rêve commun avec le sorceleur, où il voit Ciri tuée et massacrée. Un rêve qui ne plaît pas du tout à Geralt. Mais Cahir avoue autre chose. Il dit à Geralt, et à Geralt seulement, qu'il pense être amoureux de Ciri. Et c'est là que j'ai adoré Cahir. Il a réussi à être surprenant dans quelque chose qui se ressentait globalement. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les personnages ne sont guidés que par leurs émotions, pas par la logique. Et Cahir en est le meilleur exemple. Même si Ciri n'est qu'une très jeune fille, une fille qui le hait et qu'il a essayé de capturer 2 fois, il est tombé amoureux d'elle. Parce que Ciri est envoûtante, elle dégage quelque chose qui a immédiatement fait effet sur lui. On apprend alors qu'il rêve de Ciri depuis le début, au massacre de Cintra. La vision de Ciri dans un moment aussi animé l'aura forcément marqué à vie et en quelque sorte lié à Ciri, d'où les rêves. Et dans ses rêves, il voit une Ciri adulte, une Ciri belle, une Ciri qui le hantera à son tour et qui le rendra amoureux. Justement, je vous propose les mots mêmes de Cahir, ceux où il avoue tout à Geralt. Je ne sais pas, moi-même j'ignore ce que cela signifie, mais c'était ainsi et ça l'est toujours. Je continue à la voir dans mes rêves tels que je la voyais alors. C'est pour ça que j'ai accepté cette mission sur Tannen, que j'ai voulu me joindre à vous par la suite. Je veux la revoir, encore une fois. Je veux toucher ses cheveux, la regarder dans les yeux. Tue-moi si tu en as envie, mais je ne peux plus faire semblant. Je crois que je l'aime. Si j'ai mis regret dans le titre de cette vidéo, c'est à cause de ce qui va se dérouler dans le château de Stig. Attention, c'est toujours autant scénaristiquement et narrativement génial, mais l'auteur n'est pas là pour nous donner ce qu'on veut. Le sacrifice de Cahir m'aura achevé dans l'adoration du personnage. Il aura prouvé jusqu'au bout qu'il était déterminé à faire ce qu'il trouvait juste, une mort crédible et cruellement simple. Ce que je regrette, c'est pas que Cahir meure, mais c'est de ne pas avoir une vraie discussion entre Ciri et Cahir, comme on l'a eu avec Geralt. Imaginez tout ce qu'il pourrait avoir à dire. Ça serait incroyable de pouvoir voir ce que ça aurait donné. Malheureusement, c'est un affrontement diabolique et Cahir est mort sur l'image d'un héros maudit et sur un regret d'amour impossible.